Une question qu'on nous a beaucoup posée, quels sont les impacts économiques du Covid-19 ? Comme dans l'épisode précédent, je remplace Arnaud pendant ce confinement. Cette vidéo a été écrite le 29 mars et les chiffres que nous allons citer évoluent chaque jour. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes sont confinées, en plus de la fermeture des commerces et des frontières. Il y a à la fois un choc d'offres, des usines et des bureaux sont fermés, et un choc de demande. Les gens sont confinés et du coup ne consomment plus. Ces deux chocs expliquent l'annonce du 27 mars de la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI. We have reassessed the prospects for growth for 2020 and 2021. It is now clear that we have entered a recession. L'OCDE a revu sa prévision de croissance mondiale pour 2020 à la baisse, de 3% à 2,4%. Et l'Organisation internationale du travail estime que le coronavirus pourrait détruire entre 5,3 et 24,7 millions d'emplois dans le monde. Mais avant même de nous demander quels seront les impacts futurs, on peut commencer par regarder ce qu'il se passe déjà aujourd'hui. L'INSEE a publié une note le 26 mars qui détaille les secteurs les plus impactés par la situation actuelle en France. Les transports, l'hôtellerie, la restauration ou les loisirs seraient des secteurs particulièrement touchés, puisque leur activité est directement liée au mouvement des gens. On peut facilement imaginer que cette liste s'applique à tous les pays qui mettent en place des mesures de confinement. Les importantes pertes de revenus des entreprises ont un impact direct sur les salariés. En France, d'après la ministre du Travail, les embauches ont chuté de 70%, et il y a 20 000 inscriptions en plus au chômage qu'en mars de l'année dernière. Une évolution assez forte qui est cependant atténuée par les recours au chômage partiel de 2,2 millions de personnes. Le chômage partiel permet à l'employé de garder son contrat de travail et d'avoir un dédommagement qui correspond à 70% de son salaire brut, et qui est en partie financé par l'État. Tous ces chiffres ne représentent pourtant qu'une partie seulement de l'effet réel du confinement en France. On ne connaît pas les chiffres exacts de licenciements, ni le nombre d'auto-entrepreneurs, d'intermittents du spectacle et d'autres statuts particuliers qui ont vu leurs revenus diminuer, leur activité reportée ou annulée. Dans les différents pays d'Europe, les taux de chômage augmentent fortement. En Norvège, il est passé de 2% à 10% en un mois. En Autriche, le nombre d'inscrits au service de l'emploi a augmenté de 40% en 10 jours, pendant qu'en Suède, 14 000 salariés ont reçu un préavis de licenciement en une semaine, 4 fois plus que la moyenne. Ici aux États-Unis, la situation est encore plus impressionnante. Du 15 au 22 mars, en une seule semaine, plus de 3,3 millions d'Américains ont été s'inscrire au chômage, un record historique. Mais une question revenait encore récemment aux États-Unis, c'était fallait-il sacrifier l'économie pour sauver des vies ? Une problématique qui commence à s'effacer maintenant que les États-Unis sont devenus le pays avec le plus de cas découverts. Cette crise s'est répandue en même temps que la crise sanitaire, et même parfois plus vite. Dans une économie mondiale interconnectée, les difficultés économiques d'un pays peuvent empirer la situation des autres. La santé économique de la Chine a des impacts sur l'économie mondiale. Sa population nombreuse qui gagne en pouvoir d'achat et ses industries de plus en plus haut de gamme et gourmandes en matières premières en font un des moteurs du commerce et de la demande mondiale. Beaucoup de pays en voie de développement ont un revenu qui dépend fortement de leur exportation de matières premières vers la Chine. Pour le Pérou, 28% des exportations vont vers la Chine. Pour la Gambie, c'est 46%. C'est le cas pour une majorité des pays d'Afrique et d'Amérique latine. La Chine a été le premier pays touché par la crise sanitaire, le premier à fermer ses commerces et à mettre en place des confinements. Toutes ces mesures ont ralenti l'économie chinoise, qui du coup a réduit ses importations. Cette réduction des importations chinoises implique forcément une réduction des exportations pour d'autres pays. Et c'est surtout problématique pour les pays en voie de développement, pour qui les exportations de matières premières représentent une part importante de leur PIB. En plus de ça, la baisse du prix de ces matières, justement à cause de la diminution de la demande mondiale, signifie que ce qu'ils continuent d'exporter, ils l'exportent pour moins cher. Certains pays d'Afrique ont par exemple senti un ralentissement de leur activité avant même les premières mesures de distanciation sociale. En plus de ça, doit s'ajouter la chute du tourisme inévitable liée à la fermeture des frontières. Toutes ces répercussions économiques de la crise sanitaire, directe ou indirecte, créent beaucoup d'instabilité dans quasiment tous les pays du monde. We do project recovery in 2021. In fact, there may be a sizable rebound, but only if we succeed with containing the virus everywhere and prevent liquidity problems from becoming a solvency issue. Il est impossible de stopper la crise économique avant la fin de la crise sanitaire, puisque les mesures de confinement qui ralentissent l'activité sont essentielles pour contenir la pandémie. Ce que cherchent à faire les États et les organisations internationales, c'est de limiter l'impact économique, que les dégâts ne soient pas trop permanents, pour que la reprise puisse être plus rapide. Du côté des entreprises, ces semaines sans activité peuvent mener à la faillite. Parce que si une usine ferme, il y a quand même des factures, des charges et des loyers à payer. Un arrêt prolongé et une faillite pourraient désorganiser les chaînes de production à plusieurs niveaux et ralentir la reprise économique attendue par les gouvernements et évoquée par le FMI.
Les mesures prises visent donc à alléger les dépenses des entreprises, à leur donner plus de ressources pendant cette période. C'est le cas en France. L'État prévoit une aide forfaitaire de 1 500 €, ainsi que le report des charges salariales, mais aussi des loyers, des factures d'eau, d'électricité et de gaz, et plusieurs autres mesures pour accompagner les entreprises les plus fragiles pendant l'arrêt de leur activité. Le gouvernement promet aussi une garantie de 300 milliards d'euros aux banques pour les inciter à faire des prêts aux entreprises. On vous invite à regarder la vidéo de Eureka sur le sujet pour bien comprendre de quoi il s'agit. Du côté des consommateurs, c'est un peu pareil. Il faut éviter que les gens se retrouvent au chômage et qu'ils n'aient plus de ressources pour payer leur nourriture et leurs factures. En Grande-Bretagne, le gouvernement prévoit de prendre en charge 80% des salaires pour limiter les licenciements. En Espagne, les licenciements pour causes économiques, techniques, d'organisation ou de baisse de la production sont interdits pendant la durée de l'épidémie. Et l'État encourage le chômage partiel pour permettre aux salariés de ne pas avoir à chercher un nouvel emploi lorsque l'activité reprendra. La France aussi incite le chômage partiel, ce qui coûterait 8,5 milliards d'euros à l'État et à l'assurance chômage. D'autres mesures sont prises comme le prolongement du chômage, des aides sociales et de la trêve hivernale. Après, certaines mesures font débat. Les intérêts ne sont pas clairs et sont même jugés contre-productifs. Dernièrement, le gouvernement français a fait passer des ordonnances applicables jusqu'au 31 décembre 2020 pour permettre aux entreprises de disposer plus librement de leurs salariés dans les secteurs sollicités et nécessaires. Un point de ces ordonnances permet de faire passer le nombre d'heures maximum hebdomadaire de 48 à 60 et autorise le travail le dimanche. Le gouvernement a déjà évoqué les secteurs des télécoms, de la manufacture de matériel médical et agroalimentaire. Ces mesures sont très critiquées par certains syndicats qui, d'abord, craignent la perte d'acquis sociaux et qui reprochent le manque de clarté sur les secteurs concernés, et surtout qui les estiment inutiles, en argumentant que les salariés se mobilisent d'eux-mêmes pour répondre aux besoins de la crise. Pour eux, ces mesures risquent de mettre encore plus en danger certains travailleurs, surtout dans la grande distribution, où certains groupes avaient plutôt choisi de réduire les heures d'ouverture pour protéger leurs salariés. Aux États-Unis, les mesures prises visent à créer temporairement d'abord un nouveau droit au chômage fédéral qui permet de compléter les revenus des personnes déclarées sans emploi. Une autre mesure, elle, cherche à aider les Américains le plus directement possible. 1 200 $ devraient être envoyés à chaque citoyen adulte touchant moins de 75 000 $ par an. La question par contre, c'est de savoir quand les virements ou les chèques vont être envoyés. Parce que l'opération pourrait prendre plusieurs semaines. Reste qu'après ces deux mesures, le chômage fédéral et les aides directes, si elles répondent directement aux particularités économiques des États-Unis, elles demandent un budget massif et font partie d'un plan de plus de 2 000 milliards de dollars d'aides qui ont été votés par le Sénat le 25 mars. Si des pays peuvent renforcer leur système de chômage et d'aide, que d'autres ont les capacités financières pour créer de nouveaux systèmes de sécurité, certains pays se retrouvent plus démunis. Les pays en développement n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour mettre en place de telles mesures. Our current estimate for the overall financial needs of emerging markets is $2.5 trillion. We believe this is on the lower end. We do know that their own reserves and domestic resources will not be sufficient. Le FMI et la Banque mondiale mettent plusieurs opérations en place pour alléger le poids de la dette publique pour les pays les plus fragiles. Et d'autres organisations comme l'OCDE appellent à plus de coopération internationale au long terme pour faire face aux besoins matériels et humains des pays en développement. L'urgence sanitaire contraint de nombreux États à freiner leur activité économique. Mais c'est aussi cette capacité à ralentir économiquement qui va déterminer l'impact de la crise sanitaire. Si certains pays ont les moyens ou la volonté de le faire, d'autres auront besoin d'aide internationale. Comme pour toutes les crises, l'impact et la vitesse de récupération des pays est presque impossible à prévoir. La seule chose qui paraît plutôt sûre aujourd'hui, c'est que l'impact de la crise économique va dépendre entre autres de deux choses. Du temps que va durer la crise sanitaire et des différentes mesures mises en place entre-temps pour limiter les dégâts. Mais comme on ne sait pas encore quand va finir cette pandémie, ni les effets des mesures prises, on ne peut qu'observer ce qui se passe aujourd'hui. Dans la description de cette vidéo, en plus de nos sources, vous trouverez des informations qui pourraient vous être utiles sur le droit de retrait, et aussi des liens sur les différentes aides pour les entreprises, les salariés et les indépendants qui ont été mises en place en France. Je suis actuellement sur Twitch avec Valentin et Arnaud, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. C'était Stupid Economics, sur ce... Oups.